Et salut tout le monde, la Maison du Grenat vous accueille pour parler aujourd'hui du débrief du match entre Metz et Lorient, victoire de nos Messins sur le score de 3-1, un triplé d'Ibrahima Niane qui est déjà parti à un niveau auquel on n'aurait même pas imaginé, à tel niveau de Monsieur Niane en termes notamment de buts marqués après 6 journées de championnat. Et avec Grenat Forever, nous étions à cette rencontre absolument incroyable. Donc 3 buts à Metz, ça faisait très longtemps que l'on n'avait pas vu cela. Depuis, je crois, un match contre Saint-Etienne, ça remonte à quelques mois quand même. Et Grenat Forever et moi-même, nous sommes là un peu pour vous partager notre opinion du match vu du terrain, puisque nous étions dans le stade, avec un peu quelques pointes d'analyse statistique et une petite review du match qui s'est exécuté juste après la rencontre. Comment vas-tu, Grenat Forever? Bonjour, monsieur Soquet, t'écoute, ça va très bien, hein. Comme toujours, après un lendemain de victoire messine, tout va bien. Oui, alors évidemment, certains je vois déjà venir. Vous allez nous dire, oui, mais vous avez l'air très serein, il s'est passé quelque chose. Alors, on fait abstraction de ce qui se passe autour, sinon alors oui, on fait abstraction on va de... Voilà. la conversation. On va un peu en parler quand même, parce qu'il y a une information dont qu'on va révéler après. Mais qui a un lien avec le match directement. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pas parler du sujet auquel vous attendez. On réservera cela pour un live spécial fin de mercato qui aura lieu sur les alentours de 20h30 sur la chaîne Twitch qui s'appelle La Maison du Grenat. Vous avez les réseaux sociaux pour voir justement exactement le lien vers la chaîne Twitch où on parlera de tous les mouvements du mercato et surtout du mouvement dont je ne vais pas prononcer le nom, parce que j'ai pas envie de le prononcer. Mais donc ce débrief là, c'est vraiment pour se concentrer sur le match. Pour le cas du joueur dont tout le monde parle et que vous allez certainement voir par la suite, c'est le soir de la sortie de cette vidéo là, donc mardi soir 20h30, la chaîne Twitch. Grenat Forever, avant de commencer, petit rappel à ceux qui nous écoutent, qui peuvent bien sûr s'abonner à notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Le petit like qui va bien, et bien sûr nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre du FC Metz, qui aura été très intéressante parce que on est un peu dans une confirmation de ce qu'on avait vu sur les intentions notamment offensives par rapport au match contre Marseille. On est bien aidé aussi par un adversaire qui a eu un peu peur vis-à-vis de nous. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des commentaires à faire sur ce match, l'espace des commentaires vous est réservé. Bien sûr, si vous voulez accéder directement à la partie qui vous intéresse de ce débrief, vous allez dans la description, toutes les parties sont présentes. J'aimerais que l'on commence, Grenat Forever, par un peu rappeler le contexte de ce match. Alors très rapidement, le FC Metz recevait une équipe de Lorient qui était un peu dans la difficulté, tu sais, en ce début de saison, parce que Lorient démarre bien sa saison contre Strasbourg, en gagnant 3-1, premier match de la saison. Derrière, ils ont 2 défaites, notamment un peu embêtantes contre Brest et contre Lens, puisque c'était des concurrents au maintien qui étaient désignés. Et la suite n'a pas été extraordinaire pour eux, puisqu'ils ont eu aussi un match nul contre Lyon. Alors, on va me dire c'est un bon point pour eux, oui, mais ils ont un peu renié, tu vois, leur principe offensif sur ce match contre Lyon, en alignant notamment une défense à 5, et ça va avoir un lien important avec ce que l'on va présenter notamment sur les 11 des 2 équipes. Mais c'est vrai que Grenat Forever, Lorient arrivait avec des doutes, d'accord. Metz recevait Lorient avec des certitudes un peu plus prononcées que le début de saison. Quand on voit la victoire contre Reims, et surtout on va dire la réussite contre Reims, notamment en fin de match, et le contenu en général, hormis la fin de match, cette fois-ci, contre Marseille, qui avait été très intéressante. On peut dire 2 dynamiques un petit peu différentes. FC Metz qui est sur 4 points. 4 points sur 6 et ça aurait pu faire 6 points. Tu es en confiance, tu as de nouveau un schéma en 4-3-3 qui te convient bien. Après, tu avais ce doute, le fait que ton maître à jouer n'était pas là. Ça pouvait rabattre un peu les cartes. Mais on était quand même assez serein avant de commencer le match. Oui, même si, tu vois, on a un peu de doute pour savoir si Metz allait pouvoir en remettre une couche par rapport aux bonnes choses que l'on avait vues vis-à-vis de Marseille. Et c'est vrai que tu parlais un peu justement de l'absence de notre maître à jouer, ça nous permet un peu, tu vois, de passer sur les 11 des 2 équipes. Effectivement, suspension de Farid Boulaya,
qui ne pouvait pas être appelé pour ce match contre Lorient. Schéma, comme tu l'as très bien dit, on repart sur un 4-3-3 avec notamment la ligne défensive avec Oukija dans les buts, Udol, Boy, Braun, Fabien Santonge. Le milieu de terrain, on avait une petite interrogation, Grenat Forever, toi et moi. Est-ce qu'on remet Fofana en numéro 6 ou est-ce qu'au contraire, on va mettre Maïga et vu qu'il y a le retour de Pajot, on repart dans un milieu à 3 très connu, à savoir Maïga, Pajot et Angban. Et finalement, c'est ce qu'a décidé Vincent Ognon. Il a remis Maïga, Pajot et Angban. Et en attaque, Nian évidemment toujours devant. Le Open Gate, honnêtement, pas surprenant de le voir à nouveau appelé. Là, on avait un doute, c'est que vu que Boulaya n'était pas là, on se demandait qui allait bien remplacer Boulaya. On pensait peut-être Yad, tu vois, rentrée intéressante durant les précédents matchs. Finalement, choix s'est porté sur Thierry Ambrose, qui avait montré là aussi quelques éléments, tu sais, où il s'était vraiment bien donné, tu vois, contre Reims, notamment lors de son entrée en jeu. Et donc finalement, c'est le choix qui a été opéré par Vincent Ognon. Ce 11-là, au final, à part peut-être l'histoire de Yad Ambrose, pas de surprise, quoi. Non, pas de surprise, un 11 classique, même si on aurait pu penser que peut-être Fofana. Ouais, c'est ça. Et ça aurait fait certainement sortir Angban du 11. Au final, on va en parler après. Le choix a été judicieux sur la compo que Vincent Ognon a fait. Bien sûr. Donc tout le mérite lui en revient encore une fois. Oui. La petite information à ajouter par rapport à ces 11, c'est que donc on parle de Metz, mais du côté de Lorient, interrogation de savoir s'ils allaient revenir dans un système à 4 défenseurs, comme ça avait été le cas en affrontant des concurrents directs comme Brest et Lens. Finalement, ils sont retournés dans ce système qu'ils avaient mis en place contre Lyon. 5 défenseurs. Et surtout, on va en parler après, mais avec des intentions vraiment défensives sur ce match, en disant, en fait, on va essayer de limiter la casse au niveau défensif. Après, notamment, 3 buts encaissés contre Brest, 3 buts encaissés contre Lens. Ils sont restés dans cette même optique, tu vois, avec notamment l'absence, on parlait de ça durant le match, dans lequel on assistait, mais en point de l'attaque de Gerbic, qui n'était pas là pour cette rencontre, et c'était donc Pierre-Yves Hamel qui l'a remplacé en point de l'attaque, pas forcément avec une grande réussite dans l'ensemble, même si on va en parler, mais il a un peu mis sa pierre à l'édifice, je dirais quand même, dans ce match. Parlons maintenant, Grenat Forever, un peu généralement du match, puis après on s'attardera sur quelques petits points précis, mais généralement. La première mi-temps, clairement, tout est posé d'entrée sur les intentions des deux équipes. On a d'un côté une équipe de Lorient qui vient, alors pardonnez-moi l'expression un peu sévère, surtout pour les supporters éventuels de Lorient qui nous écoutent, mais Lorient, schéma à 5 défenseurs, vient avec le bus. Mais, tout simplement, je pense qu'on est d'accord, le bus est mis. Le bus est mis d'entrée de jeu. Bien sûr. Il y a même pas ils ont même pas cherché à jouer, essayer de faire un semblant de jeu. Pourtant, il y a quand même si c'est une équipe plutôt défensive, t'avais quoi faire. T'as des bons joueurs de ballon au milieu de terrain. Ils sont pas empotés, mais. Et c'est ça qui est triste. Et c'est triste d'ailleurs de voir d'autant bons joueurs de ballon condamnés à devoir défendre, tu vois. Mais c'est pas le style de Christophe Pélissier. Bien sûr. On peut comprendre pourquoi il a fait ça, mais. Au final, non, parce que le match aura donné tort, donc tes supporters l'orientés, t'es déçu de ce que ton club a montré chez un concurrent en maintien. C'est clair, et c'est vrai que la première mi-temps est... Alors, certains, tu sais, on en parlait durant le match, mais certains, notamment journalistes, ont dit que la mi-temps de Lorient avait été bonne et intéressante. C'est vrai que dans le sens où ils viennent à Metz pour blinder et que leur objectif c'est de déjouer Metz offensivement, effectivement, ils ont réussi à déjouer offensivement le FC Metz sur la première mi-temps. Je veux dire, c'est vrai que offensivement, première mi-temps, énormément de difficultés pour Metz, tu vois, de se créer des occasions très dangereuses, notamment jusqu'à l'ouverture du score d'Amel. Tu vois, genre, alors ils ont eu peu d'occasions offensives en parallèle, puisque en voulant défendre bas et en voulant jouer les contres, ça leur a laissé pas forcément beaucoup d'occasions de se montrer. Mais ils ont voulu utiliser le peu d'occasions qu'ils avaient, et tu sais, on en avait parlé notamment en avant-match. Lorient est une équipe qui ne tire pas souvent. Par contre, quand il tire, ça cadre. Tu vois, on en avait dit en avant-match, c'était pas, on avait très bien dit, elle tire pas beaucoup cette équipe de Lorient, par contre, quand elle tire, ça cadre.
Et c'est un peu ce qui s'est passé au final quand tu regardes, quand tu regardes le match, quoi. C'est ça qui est assez embêtant pour eux, parce qu'au final, effectivement, avec tout ce talent offensif, t'es un peu embêté par la production de Lorient. Mais Metz a tenté effectivement de presser. Ils n'ont pas attendu en disant on va attendre tranquillement. Ils ont cherché à presser, comme on le sait par rapport à la saison de Ligue 2 notamment. 2018-2019 qu'il avait déjà démontré, et certains d'ailleurs ont très bien dit, Grenade Forever, que ce match ressemblait un peu à un match de Ligue 2, dans le sens où en Ligue 2, Metz en 2018-2019 faisait peur à beaucoup d'équipes, et donc l'adversaire jouait très très bas, et nous on devait faire le jeu, et on avait du mal à faire le jeu, tu t'en souviens, on avait beaucoup de mal à faire le jeu offensif, et c'est pour ça que nos victoires étaient très limitées en termes de nombre de buts. Finalement, les Lorientais auront une occasion pour vraiment nous couper le souffle, hein, avec ce but marqué sur un coup franc à l'entrée de la surface d'Amel, qui reprend un tir dévié par le mur messin. Il n'y a pas vraiment de suivi. Un but de casquette parce qu'il n'y a pas de suivi. Et c'est vrai que prévoir le suivi de la frappe, du coup franc dévié, c'est un peu compliqué. C'est vrai que le coup franc n'est pas suivi par les joueurs de Metz, et Amel la pousse dans le but, et donc malheureusement Metz est mené à 0, et c'est vrai que ça nous a un peu calmé de voir cela. Heureusement, Festival à un moment donné à la 44e minute de jeu, récupération de balle, il faut noter, très bonne récupération de balle d'Open Gate côté droit du FC Metz, qui la donne à Nian. Nian fait un jeu de dribble et se fait faucher. Donc voilà, 44e minute de jeu, juste avant la mi-temps. Il prend la responsabilité, après s'être fait tacler, de tirer ce penalty. Ça aussi, c'est à noter. Alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui laissent la balle à d'autres. Hein. Il assume, il trompe le gardien de Lorient. 1-1 à la mi-temps. Et là, on sent que Lorient, qui avait fait presque le coup parfait en menant au score, en jouant très très bas, se retrouve un peu reparti à 0, quoi. Oh non, mais c'est clair. Mais après, moi, j'ai une impression, c'est que même à 1-0, j'ai jamais senti, à aucun moment, j'ai senti ce FC Metz douter. Alors qu'on aurait pu douter à 1-0, alors même si on avait un peu de déchets dans le domaine offensif, on aurait pu douter. J'ai l'impression que même à 0-1, ils savaient, tu vois les encouragements de Braun, les mecs savaient que les gars, on va être patient, on sait qu'on a la qualité pour revenir, et à un moment donné, on va revenir, on va passer devant et on va le gagner, ce match. C'est sûr. Et j'ai l'impression qu'il n'y a eu aucun moment où on a tergiversé, où on a paniqué, ou même à 0. Et ça, c'est les mentalités qui commencent à changer déjà depuis l'année dernière et l'année 2020. Hein. Ouais, mais tu vois, on a quand même ressenti lors des matchs où, tu vois, on est mené au score, ou alors on a 0-0 en supériorité numérique, on a senti de la panique chez les Messins. Tu sais, je parle bien sûr du 1-0 quand tu es mené face à Monaco première journée, où tu paniques quasiment tu sais pas comment faire pour revenir au score. La panique de pas savoir gérer le 11 contre 10 et le 11 contre 9 contre le Paris Saint-Germain alors que t'es à 0-0. Tu vois ce que je veux dire, on a quand même ressenti un peu cette panique en début de saison. Et c'est vrai que même quand tu gagnes le match face à Reims, quand il y a un partout et que tu sens que dans le jeu tu paniques un peu avant le deuxième but de Nian, tu sens que tu paniques. Et là c'est vrai que là on est mené au score, et d'ailleurs on sent pas la panique venant de Metz, en plus on égalise, et la deuxième mi-temps, alors par contre on est reparti de plus belle, et 50-20 minutes de jeu, très bonne passe de Maïga dans l'axe pour Nian, et Nian qui a 3 ou 4 joueurs de Lorient sur lui, et qui réussit à se défaire avec pareil un jeu de dribble. C'est vrai que j'avais souligné que son jeu de dribble avait peut-être un peu changé par rapport, tu sais, à son début d'histoire avec le FC Metz. Certains m'ont quand même dit qu'il a jamais été un très bon dribbleur de son passage à Metz, hein, ce qui m'a fait un peu rire, mais il se défait quand même du bon pressing des Lorientais alors qu'il est tout seul, et il y a cette frappe qui trompe Nardi, 2-1. Là tu sens que le match est renversé, parce que Lorient, je pense pas qu'il s'attendait à se faire à l'heure de jeu se faire coiffer comme ça, tu vois, à se prendre ce deuxième but. Et après 5 minutes plus tard, alors là centre de Victorien Angban. Alors celle-là je l'ai pas vu venir, hein. J'ai vu un centre d'Angban. Nian, très bon déplacement de Nian, puisque le centre est fait premier poteau depuis le côté gauche de Metz. Il passe devant le défenseur de Lorient, il met la tête qui est déviée, je crois, légèrement par un joueur de Strasbourg, de Lorient, et qui trompe Nardi. Metz mène 3-1.
et ça va continuer à attaquer. Beaucoup de changements sont faits à Lorient pour essayer un peu de renverser la tendance. Il y a 3 changements qui sont faits d'un coup à la 70e. Malheureusement, Lorient va pas réussir à revenir dans ce match. Et au final, Metz valide. Il a tenté une réorganisation tactique, mais beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. On va pas s'en plaindre. Ouais, avec les rentrées notamment de Gerbic à la 110e, Enzo le fait, Bozok est même rentré pour le symbole à la 90e, mais tu sens que ça n'a pas répondu vraiment à l'exigence de ce match en termes de, surtout vis-à-vis de la situation qu'ils étaient menés 3-1 dès la 64e minute de jeu au final. Et donc, ils ont mené 1-0, ils se font rattraper et ils se font prendre derrière 2 buts, donc mené 3-1, et Metz a tenu du moment où ils ont pris cet avantage, et même plus avec le 3e but, ils ont tenu le match et offensivement ils ont continué à être, on va dire, menaçants, et on peut même dire un peu gérer le match, tu vois, c'était assez tranquille, ils géraient le match, ils tentaient des choses, mais Metz a réussi au final à tenir le score, donc une très très bonne chose. Les 3 points qui sont remportés, que dire de plus? Vous aurez évidemment les statistiques un peu globales, certaines sont intéressantes à retenir. C'est vrai qu'au global, vous avez par exemple toujours, je sais pas moi, la possession qui est à 58% pour Metz, donc très très haut niveau. On n'est pas habitué à cela depuis très 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 longtemps. Voilà, 1 tir sur 2 qui est cadré, pourcentage de passes réussies à plus de 80%. Voilà, que dire quoi. Ça a été vraiment, dans l'ensemble, on peut dire Grenade Forever, une très très bonne partition de la part du FC Metz. Là, on commence à trouver notre rythme de croisière. Là, on a eu l'impression de revoir un peu la prestation qu'on avait vue contre Nîmes, le dernier match de la saison dernière. Bien sûr. Où tu sens qu'il peut rien t'arriver derrière, à part sur un but un peu gag, un coup de pied arrêté, un machin comme ça, mais sinon tu sais que t'es solide, et que puis quand t'es réaliste devant, parce que t'as pas non plus une flopée d'occasions, mais j'ai noté, tu as en tout 15 tirs en tout dans le match, 7 qui sont cadrés. Voilà, donc tu mets quand même 3 buts sur 7 tirs cadrés, donc c'est quasiment du 50%. Non, c'est bien, franchement, moi c'est peut-être c'est le meilleur match depuis le début de saison, clairement, sur la clairement. totalité d'un match. Même si on est bien aidé aussi par le choix tactique opéré par Lorient qui te laisse le jeu, tu vois. Mais c'est vrai que historiquement, quand on te laisse le jeu, quand tu es Metz, tu ne sais pas quoi faire de la balle, tu vois. Et là, tu y arrives sur ce match. Et donc, c'est évidemment une très très bonne chose à retenir sur cette rencontre. J'aimerais que l'on passe maintenant, tu sais, à quelques points précis de ce match. Alors, c'est vrai que encore une fois, les latéraux défensifs ont eu un très très bon apport sur cette rencontre. Je pense que là, Mathieu Hudol est encore sur sa lancée quand tu vois son match, notamment la première mi-temps, parce que tu sais, la première mi-temps, ils ont beaucoup cherché à aller sur Mathieu Hudol, tu sais, qui aimait bien rentrer avec la balle, tout ça, tu vois, c'était vraiment très intéressant. Santonze aussi, mais ça a été un peu plus compliqué, je trouve. Santonze, tu vois, je sais pas, je trouve que les performances d'Hudol ont été beaucoup plus, tu vois, intéressantes sur ce match contre Lorient, mais dans l'ensemble, les latéraux défensifs ont été plutôt bons. J'aimerais que l'on parle quand même de monsieur Victorien Angban. Parce que Angban, Grenade Forever, je le casse. Alors, j'essaie de l'argumenter. On n'est pas tous d'accord avec l'argumentation. Je le casse quand même pas mal depuis le début de saison, parce que pour moi, c'était un milieu de terrain qui manque de créativité offensive, qui a un très très bon apport défensif, en revanche, qui peut-être est la justification qui fait que Vincent Aignan fait confiance toujours en ce joueur-là, et par exemple ne met pas Fofana sur ce match contre Lorient, tu vois, qui aurait pu être un choix défendable. Honnêtement, quand je vois ça, ce match contre Lorient, il y a la passe décisive, d'accord. Moi, vu du stade, parce qu'on était au stade avec Grenade Forever, j'ai trouvé franchement un Victorien Angban qui cette fois-ci n'avait pas peur d'aller vers l'avant. Il y avait des passes vers l'avant, il y avait des passes risquées vers l'avant. Le gars a été beaucoup plus vers l'avant que ce qu'on avait pu voir lors des matchs, tu sais, notamment les matchs contre Lille, par exemple contre qui, contre Reims, même contre Reims, tu vois. Franchement, c'est la partition offensive la plus aboutie de Victorien Angban depuis le début de saison en tant que milieu de terrain.
Et pour justifier cela, puis après je te laisserai la parole pour me donner un peu ton point de vue sur Victoria Angban. C'est pas compliqué, il y a certaines stats précises qui font justement me font dire cela en après-match, parce que j'aime bien voir aussi ce qui se fait un peu en après-match sur la qualité des passes. Bon, déjà, Victoria Angban a le plus haut taux de passes réussies dans ce match. Hein. Il a 91% de passes réussies dans le match, égalité avec Dylan Brown. Hein. C'est le meilleur milieu de terrain dans ce pourcentage de passes réussies. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'était la distance que mettent les balles vers le but. Tu sais, les passes, la distance vers combien de distance ces passes font-elles vers le but, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que Angban, c'est le milieu de terrain qui a fait le plus de passes, enfin, dont les passes ont été le plus vers l'avant, en termes de nombre de mètres parcourus, tu vois. Devant un Maïga, devant un Vincent Pajot. Ce qui fait donc dire que sur ce match-là, alors qu'à une époque on se disait beaucoup que c'était Pajot qui avait cette responsabilité, tu sais, d'accompagner les actions offensives, de les initier, là sur ce match ça s'est un peu renversé, c'est-à-dire que Pajot a plus fait du défensif, Angban a fait plus d'offensif sur ce match. Ah non, mais clairement, c'est l'un des premiers matchs où il fait pas beaucoup de passes en latéral et. Bah, il en fait toujours, mais il en fait moins. Mais il en fait toujours, mais un peu comme chaque joueur. Hein. Des fois, on veut jouer pour se rassurer, mais à chaque fois qu'il y a eu l'occasion, qu'il a senti qu'il pouvait aller apporter le danger ou jouer vite vers l'avant, il l'a tout le temps fait. Puis il a quand même un gabarit physique que quand il se projette vers l'avant, c'est comme si vous prenez un bulldozer qui arrive à pleine vitesse, pleine face. Attention. Bah, avant, Victoria Angban de Ligue 2, c'est-à-dire vous connaissez ses qualités, ses attributs physiques dans le domaine défensif où il va te récupérer des ballons. Mais si en plus il a cette capacité à percuter, à perforer les lignes, ça va devenir un vrai casse-tête pour les adversaires de Metz. Gérer en plus. Bien sûr, et tu vois, il osait pas les matchs précédents. Il osait pas. Tu sais, quand il avait des joueurs en face de lui, les matchs précédents, il voulait toujours faire des passes latérales parce qu'il avait peur. Tu sais, même quand il y avait une relance en contre-attaque, il avait peur d'aller vers l'avant. Tu sais, presque il disait en gros, vas-y, je te laisse à toi la responsabilité de faire la contre-attaque, moi je veux pas prendre de risque. Là, quand il avait la balle, tu vois, à une époque, je pense que quand il y a le centre sur Nian pour le 3e but, il attend le renfort d'Udol pour faire une passe à Udol plutôt que de la centrer directement. Moi, je pense réellement qu'à une époque, ça aurait été ça. Là, non, il fait le centre et en plus, il fait une passe D. Sur ce match, encore une autre stat pour un peu confirmer le propos, Victoria Angban est le milieu de terrain qui a touché le plus de ballons dans la zone offensive de Metz. C'est-à-dire le tiers du terrain donc le tiers du terrain qui est donc détenu par Lorient. C'est le milieu de terrain qui touche le plus de ballons dans cette zone-là. D'accord ? D'ailleurs, il en touche plus en zone offensive que par exemple même un Fabien Santon, que l'on voit très offensif normalement, il en touche beaucoup plus, tu vois. Et le gars, c'est pas compliqué, c'est que offensivement, ça a été sa meilleure prestation. Défensivement, j'en parle pas. Le monsieur est encore une fois un des joueurs qui presse le plus de l'équipe, avec notamment Habib Maïga et Vincent Pajot d'ailleurs, mais c'est le joueur du milieu de terrain, encore une fois avec le plus grand nombre de pourcentage de pressing réussi. Encore une fois, tu vois. Je veux dire, ça a été une prestation équilibrée. Elle est pas parfaite. Elle est pas excellente, elle est pas très bonne, elle est entre bonne et très bonne, tu vois. Mais pour moi, sur ce match, Angban a été l'un des meilleurs milieux de terrain. Il a réussi à avoir cet équilibre entre l'attaque et la défense, tu vois. Mais c'est bien, je suis très content. Très content pour lui et ça va lui permettre, c'est peut-être le déclic. Je pense qu'il l'avait vu déjà le match avant. À Marseille, on avait vu quand même un bon Victoria Angban. Bah, beaucoup mieux que les matchs précédents, ouais. Et à Marseille, c'était pas le milieu de Lorient en face. Hein. Il y avait quand même des beaux noms contre lui. Donc je pense que là, le déclic est là. On le verra après la trêve. C'est tout bénéficié pour lui et pour le club, hein, franchement. Bien sûr. Moi franchement, je suis plutôt satisfait de voir cela, quoi, parce que franchement, c'est bien. Puis sa performance nous a tellement en fait sauté aux yeux hier que on en oublie presque. Les deux Lascar à côté ont quand même fait un match après dans des standards peut-être un peu moins grands, mais il faut en parler de ça. Tellement à mieux que quand ils font des matchs
même bon, ben voilà quoi. Eh oui, parce que c'est le moment de parler de l'attaque. Alors l'attaque, c'est vrai que si on la découpe du moins intéressant, et encore c'est compliqué de dire moins intéressant au plus intéressant. Le moins intéressant, et encore, tu vois, mais Opengate était peut-être le joueur qui avait le moins à perdre de ce match, parce que quand tu vois que c'est Ambrose qui est aligné et non Yad, pour moi Ambrose avait beaucoup plus à perdre de ce match que Ngate. Finalement, Ngate est décisif sur le premier but sur penalty de Nian, puisque c'est lui qui récupère de manière incroyable la balle sur le côté droit et qui l'amène à Nian, qui d'ailleurs se fait faucher. La récupération est très très bonne. Le jeu de dribble qui encore une fois a mis la misère. Le jeu de conservation de balle, j'en parle pas, qui a été là aussi incroyable quand il attire sur lui 3 joueurs de Lorient et qui réussit à sortir de cela pour repartir vers l'avant. Déjà, le fait qu'il attire 3 joueurs sur lui, on l'a déjà dit que c'était une très très grande qualité, qui permet d'avoir justement le renversement du jeu beaucoup plus facilement, même si effectivement, et je l'ai très bien dit, le problème qu'a monsieur Opengate est qu'il a tendance à pas trop tirer, hein. Ça c'est bon, il fait quand même 4 tirs dans ce match, hein. C'est mieux. Parce que le match d'avant c'était moins bien. Là il a tiré, il a cadré je crois une frappe dans ce match. C'est beaucoup mieux offensivement et dans l'apport offensif que le match contre Reims. Il n'y a pas encore ce but là, tu sais, qui serait le bon déclencheur que l'on veut, mais c'est un peu mieux. Vraiment, je suis assez content de ce qu'il fait là-dessus. Évidemment, là où ça va être plus intéressant, c'est Monsieur Thierry Ambrose, parce que Monsieur Thierry Ambrose, qui est en concurrence avec Yad sur ce championnat, vu que Yad marche très très bien en solution de rotation, Ambrose titulaire à la place de Yad pour justement remplacer Boulaya suspendu. T'en as pensé quoi toi de la performance de Monsieur Thierry Ambrose? Parce que j'ai vu beaucoup d'éloges, en tout cas de reconnaissance de sa plutôt bonne performance de ce match-là. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Pour un premier match en tant que titulaire, c'était pas forcément facile parce que, mais il a su montrer tout de suite. Autant l'année dernière, on lui a reproché de jouer un peu timidement, de pas y aller. Là, tu sentais qu'il a réussi à ramener un peu de la percussion. Du dribble, du dribble, pas mal dribblé. Hein. Ce qu'on lui demande, il a fait quelques efforts défensifs qu'il faisait déjà l'année dernière, mais voilà. Deux trois passes intéressantes aussi, tu sais, les passes axiales pour Nian notamment, tu sais en première mi-temps notamment les bonnes passes axiales qu'il mettait, tu vois. C'était très intéressant dans un profil, voilà, on pensait que ça allait peut-être être le numéro 2 en pointe, il avait émis l'idée de jouer en pointe, là on le fait jouer sur le côté, il râle pas, il fait plutôt un bon match, bon il avait pas 90 minutes dans les jambes, mais ça on le sait, il manque de rythme, hein. Il a pas commencé un match depuis le début de saison. Non, moi j'ai envie de le revoir, ça me donne envie de le revoir. Après, en plus, il y a eu quelques départs dans le domaine offensif qui fait que il va être important dans la rotation. Il aura quand même beaucoup de temps de jeu, donc pressé de le revoir, moi. Ouais, pressé de le revoir. Écoute, pour moi, je suis pas encore décidé entre Yad et Ambrose qui mérite d'avoir plus de temps de jeu dans la rotation, parce qu'on parle bien de joueurs de rotation avec la suspension pour ce match de Boulaya. Mais c'est bien qu'il montre comme quoi il lâche pas l'affaire, tu vois. Sachant qu'en plus, il va bientôt y avoir le retour de Wagner Diaz, qui va ajouter encore plus de piment sur la question des joueurs de rotation, un joueur de plus. C'est vrai que de montrer qu'il ne lâche pas l'affaire, c'est plutôt bien pour quelqu'un comme lui, même si il n'est pas encore décisif. Hein. Encore une fois, il n'a pas été décisif la saison dernière, il n'est pas encore pour le moment. Alors que tu vois, un Yad a déjà été décisif cette saison, hein, mine de rien. Donc forcément, ça, c'est encourageant pour quelqu'un comme lui de voir qu'il est encore concerné par son match qui était, je pense, un bon match venant d'un joueur de rotation qui était pas dans une situation très très simple. Mais bon, il faut quand même qu'on termine de parler de ces cas individuels par El Fenomeno, El Craquito, Ibra Cadabra, 6 buts en 6 matchs, triplé sur ce match. Buteur sur penalty, se fait tacler dans la surface, il prend ses responsabilités, il met le penalty, il se sort d'une situation où il est pressé par 3-4 l'orienté et il frappe à l'extérieur de la surface à rater, il trompe le gardien et il nous met encore un but de la tête, au demeurant 3ème but de la tête depuis le début de la saison. Grenade Forever, juste que faut que je me gratte les yeux, bien sûr, mais
il est en train de nous fermer des bouches là, parce que quand même la saison dernière, je pense vous avez une très bonne vidéo où on parlait de déception. Là, alors qu'on a acquis le fait que voilà, il fallait croire en lui depuis la pré-saison, vu qu'il a été décidé qu'il allait être le numéro 1. Donc on s'est dit ok, il faut le soutenir maintenant jusqu'au bout, il est numéro 1 désigné, il va falloir le soutenir, on le soutenait. Et là, il est en train vraiment en gros de dire les gars, bonjour, je suis là. Ah, mais c'est tout simplement, c'est 6 buts en 6 journées. Il a un meilleur bilan qu'Habib Diallo au même moment l'année dernière. Il est meilleur buteur de Ligue 1 à l'instant où on tourne la vidéo. Ibrahima Niane est meilleur buteur de Ligue 1. C'est pas une blague, hein, c'est pas une illusion, non. C'est vrai. Ouais. C'était peut-être improbable après les 2 ou 3 premières journées, mais là, depuis 3 matchs, il marque à tous les matchs. Bon, après, c'est le seul buteur de Metz, donc il faudrait pas que ça tourne à la Niane dépendance, un peu comme on a eu l'année dernière en première partie de saison. Mais s'il peut continuer à marcher sur l'eau et à suivre les traces de son grand frère sénégalais, et c'est tout ce qu'on lui souhaite, et moi je dis bingo, et pour lui et pour le club. Clairement, voilà. Là, quand je vois ça, je pense que là. Et en plus, il marque dans des positions, on va dire, dans plein de registres différents. Voilà, de la tête, des actions où il va se l'amener tout seul. Dans des matchs importants, parce qu'on parle quand même du match contre Reims, concurrent direct au maintien. Vu la situation actuelle de Reims, 2 buts contre Reims, 3 buts contre Lorient, concurrent aussi direct au maintien. Diallo, l'année dernière, en première partie de saison, il marque beaucoup de buts, mais c'est souvent des buts aussi où Metz fait match nul et où perd. Là, les buts de Niane, ça rapporte des points. Ouais. Ça rapporte 3 points contre Reims, ça rapporte 3 points contre Lorient, ça te rapporte quand même 1 point, et voire mieux à Marseille. Il te fait gagner des points. Ça fait gagner des points. Et là, franchement, Niane, évidemment, ça reste le début de saison, on va pas s'enflammer en disant que c'est parti, mais en tout cas, on aura été satisfait à un moment donné dans la saison de Niane, quoi. Ça, on peut le dire, tu vois. On se dira, oui, en début de saison, on a été satisfait de lui, tu vois. Quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est vrai que si ça t'a 6 buts, on serait évidemment très déçu d'avoir cette performance-là à la fin de la saison. Mais là, clairement, on peut qu'applaudir son investissement, le fait que malgré les critiques qu'il a reçues, parce que beaucoup de gens ne croyaient pas en lui et voulaient que le mercato serve à recruter quelqu'un pour vraiment le concurrencer, là tu te rends compte qu'aujourd'hui, sans un véritable concurrent en forme, d'accord, en vraie forme physique, en vraie forme de match vis-à-vis de lui, le mec te claque 6 buts. Donc ceux qui me disent il a besoin d'une concurrence ou alors la présence d'un autre Sénégalais dans l'effectif va le mettre à mal pour sa performance sportive, je rappelle qu'il met un doublé contre Reims quand vous savez qui était encore dans l'effectif. Je vous rappelle qu'il met un doublé et un but contre Marseille, contre Marseille, mais avec vous savez qui dans l'effectif. De là à me dire que la présence de cette personne-là fait qu'il joue pas bien, mais j'ai même pas envie de dire son prénom, tu sais exactement de qui je parle, Grenade Forever. Non. Est-ce qu'il a besoin d'une concurrence à la pointe de l'attaque ? À ce que l'on voit, non. Le seul souci est et sera toujours que si jamais il se blesse, effectivement, qui prend la pointe de l'attaque ? On a potentiellement Thierry Ambrose, on a potentiellement Lamine Gueye. Bien sûr, mais pas avec... non, on l'a pu justement. Mais c'était une info que je voulais sortir en plein au moment où on tourne, c'est que encore une masterclass de la cellule de recrutement du FC Metz, parce que le prêt de Lamine Gueye vient d'être officiellement annulé. Ah bon, d'accord. Donc je vous apprends quelque chose, donc comme ça, humour, quand vous écouterez, voilà. On referme la parenthèse. Mais enfin, voilà, pour dire qu'au final, on est content de la situation actuelle de Niane pour le FC Metz, de voir qu'effectivement, c'est très intéressant, aussi bien collectivement, mais aussi individuellement, cette victoire du FC Metz. J'aimerais que l'on passe rapidement, Grenade Forever, sur un peu top et flop. Alors, on va parler des flops, parce que les flops, ça va être très très marrant. Évidemment, nous ne voyons pas de flop avec Grenade Forever, parce que nous avons débattu pendant 50 ans pour savoir est-ce qu'il y avait évidemment un flop ou pas sur tout simplement sur ce match. Et le seul flop que je vais dire, et je rigole pas, c'était la pluie. Parce que la pluie
C'est embêtant. C'est ça, c'est clairement ça. C'est la pluie. Voilà, je rigole pas, hein, le flop de ce match, c'est la pluie. La pluie qui a été absolument terrible pour... Les gens vont se moquer de nous, mais en fait, vous avez compris que c'est quasiment impossible aujourd'hui pour nous de dire qu'il y a un flop. Je veux dire, chacun a porté sa pierre à l'édifice. J'aurais peut-être pu dire qu'éventuellement un Vincent Pajot, je l'ai trouvé peut-être moins en dedans offensivement qu'à l'habitude. Peut-être que, tu vois, genre ce genre de choses, j'aurais pu gratter, tu vois, mais c'est très compliqué. Franchement, le match était quand même sous pression, on était quand même sur un concurrent direct au maintien. Il y a la pression quand même des points du début de saison. Franchement, non, la pluie est le flop évidemment de ce match. Sur les tops, bon bah Nian, évidemment, je vois pas comment on peut pas le mettre en top. Hein. Quand tu mets un triplé, on n'en verra pas souvent dans notre vie, surtout venant de Nian, hein, d'ailleurs. Mais enfin, quoique, c'est possible qu'on en voit. Mais mais c'est vrai qu'on est, je pense que Nian est indéboulonnable pour ce top du match. Alors, encore une fois, par rapport aux mentions qu'on en avait faites, évidemment, on peut mentionner la bonne performance de Victor Angban. Mathieu Hudol est aussi grandement à signaler. Tu vois, je pense que tu es d'accord avec ça. Bah, pas... Non, mais là, il n'y a pas de débat. Hein. C'est Nian. Ibrahima en top. Bien sûr. Je pense que là, il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Ça nous permet... Oui, tu voulais dire. Je vais dire que quand même, autant en début de saison, je m'inquiétais un peu de sa forme physique à Fabien Santos, parce que je trouvais un petit peu... Il avait peur de prendre le couloir, autant là, depuis... Alors là, ta théorie, tu peux la mettre à la poubelle. Hein. Ah oui. Et Marseille, et hier, on a quand même retrouvé du bon sens. Là, on sent qu'il est, je pense, débarrassé de tous ses problèmes physiques. Il est bien. Ah non, il est redevenu de nouveau incroyable. Hein. Tout à fait d'accord avec toi. Passons au classement Grenade Forever, le classement, le FC Metz, grâce tout simplement à cette victoire absolument surprenante, puisqu'on ne s'attendait pas. Non, je rigole. Pas surprenante, mais en tout cas, au vu du contexte du match, mérité quand même, finalement, atteint la 15e place de ce championnat. Son adversaire, Lorient, 17e. D'accord. Finalement, Metz recolle, je dirais, un peu au wagon, tu sais, qui s'est formé du milieu de tableau notamment. Voilà quoi, ça se resserre gentiment. On est, tu vois, à 2 points de la 10e place, par exemple, tu vois. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Non, c'est pas bien. On a un classement que Vincent Oignon aimerait bien être en fin de saison. Hein. C'est ça. 4 points sur nos amis alsaciens dont on parlera beaucoup plus tard, bien sûr, qui sont 18e, et 5 points sur Reims 19e, et 6 points sur Dijon 20e. Calendrier Grenade Forever, parce que là, parlons un peu calendrier, mais nous avons une trêve internationale qui va nous tenir un peu hors de l'épisode avant-match débrief pendant pas mal de jours, mais nous reprenons bien sûr les hostilités le 18 octobre. Déplacement à Angers. Déplacement à Angers. Pas facile, avec un absent, Monsieur Maïga, qui sera suspendu. Donc, très très compliqué de savoir quelle équipe sera mise en place, parce que ça veut peut-être dire le retour de Fofana dans le 11 de départ. Et il y aura bien sûr le retour, normalement, de Farid Boulaya avec les attaquants. Mais effectivement, match à l'extérieur à Angers, qui s'annonce très compliqué quand on sait que se déplacer à Angers est absolument pas facile quand on est le FC Metz, n'est-ce pas, Grenade Forever? C'est un peu, font partie de ces équipes, un peu avec Bordeaux, qui sont un peu la bête noire des Grenats. On n'arrive jamais à trouver la solution quand on se déplace là-bas. Ils ont une configuration tactique avec un milieu quand même assez physique. On a du mal à chaque fois où on se fait marcher dessus depuis 2 ans maintenant. Et ils se sont renforcés, en plus. Et ils se sont renforcés. Après... je pense que c'est peut-être le bon moment de les prendre juste après la trêve. En plus, ils n'ont pas forcément recruté un poste où ils ont l'habitude d'être performants, au poste de numéro 6. En tout cas, c'est un bon test pour le milieu de terrain messin. On va en parler, on en parle en avant-match. Mais c'est clair, c'est clair. Grenade Forever, merci beaucoup d'avoir participé à ce débrief en ma compagnie. Vous autres, ceux qui nous écoutez,
N'oubliez pas les commentaires si vous voulez un peu nous donner votre opinion sur cette victoire du FC Metz contre Lorient 3-1. Le petit like, ça nous fait toujours plaisir. Et vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous êtes plus de 620 quelques abonnés. Vous êtes absolument incroyable. Un grand merci. Et déjà, merci d'avance à ceux qui le feront. On se retrouvera peut-être pour d'autres débriefs, mais ou même avant pour certains lives durant cette trêve internationale. D'ici là, portez-vous bien, dormez bien. Je vais pas dire pourquoi, mais dormez bien. Vous savez exactement de quoi on parle, de quel sujet exactement. Portez les masques, très important. Et j'arrive pas à le dire Grenoble Forever. Et allez le FC Metz. C'est terrible. Allez, ciao.